Bien, bonsoir. On va donc démarrer la séance du conseil municipal de ce soir. Bienvenue à tous. Alors, il nous faut déjà énumérer les absents et les pouvoirs. Donc, Madame Gaëlle Pierre sera absente. Elle a donné pouvoir à Monsieur Jean-Baptiste Chevet. Monsieur Delaunay est absent, mais il sera en retard. Donc, en attendant... Ah ben, non, pardon. Bonsoir. Donc, il a donné pouvoir à Marie-Cécile Pinard en attendant qu'il arrive. Jusqu'à ce qu'il arrive, voilà, tout à fait. Monsieur Klutchnikov est absent et a donné pouvoir à Monsieur Kermarek. Monsieur Ronan Michel est absent et a donné pouvoir à Monsieur Bernard Raveau. Monsieur François Salle, absent, il a donné pouvoir à Monsieur Leroy. Et Madame Pétel est présente, mais elle devra nous quitter à 19h45, donc elle a donné un pouvoir à Madame Durand. Voilà, et j'ai également les pouvoirs de Monsieur Jean-René Houssin à Monsieur Vincent Saunier et Monsieur Patrick Roulier à Madame Sylvie Briat. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Monsieur Athanase, vous ne l'avez pas donné? Monsieur Athanase, non, j'ai pas de pouvoir. Eh bien, il a dû l'envoyer parce qu'il avait donné à Sylvie Lerussa. Ah, bon, on va le noter alors. À Madame Lerussa, hein. Très bien. Donc il nous faut nommer un secrétaire de séance, Monsieur Julien Salio. Merci, Monsieur Salio. Alors, conformément à l'article, vous trouverez des déclarations d'intention d'aliéner dans le document qui vous a également été joint dans la convocation, avec un arrêté municipal concernant donc le projet. En fait, c'est la participation du public par voie électronique qui a eu lieu du mercredi 5 mai au vendredi 4 juin. Sur une durée de 31 jours, pour le projet de lotissement des Rosiers situé au chemin des Rosiers à Bru. Voilà, donc vous avez eu cet arrêté municipal. Vous ne l'avez pas eu? Non, il n'est pas sur la table. Vous ne l'avez pas eu? Non. Ben, nous, on l'a pas. Bon. C'est une erreur de notre part, alors? Regardez sur la version numérique, oui. Bien. Il était mis dans la convocation, non? Non, il n'a pas été envoyé. Bon. Écoutez, c'est pour information hein, que je vous mets ça. Ok. Bon. Donc on va commencer par l'ordre du jour. Donc la première, évidemment, c'est approbation du compte-rendu du conseil municipal du 31 mai 2021. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à ce compte-rendu? Pas de remarques? Très bien, merci. Donc on va passer à la délibération numéro 2. Monsieur Leroy, les finances, avenant 1, convention Maison du Campus, département commune de Bru. Donc cette délibération concerne donc la convention effectivement entre la ville de Bru et le département pour la mise à disposition de la Maison du Campus. Donc la convention a été renouvelée l'année dernière au 1er septembre 2020, donc pour un an reconductible, et il est convenu de la renouveler encore cette année. Sachant que le conseil départemental nous a confirmé de son souhait de renouveler cette disposition. Pour information, donc les modalités de mise à disposition sont donc d'un an reconductible à partir du 1er septembre 2021 et pour une redevance totale de 17 404,70 €. Donc je vous demanderai de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer avec le département d'Ille-et-Vilaine l'avenant numéro 1 à la convention en date du 16 juillet 2020 permettant la mise à disposition de la Maison du Campus pour une durée d'un an renouvelable à compter du 1er septembre 2021. Très bien. S'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Ok, très bien. Je mets au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 3, Finances, Maison du Campus, tarif de location aux entreprises. Monsieur Leroy. Donc par la délibération numéro 2106, donc il y a une petite erreur là sur le texte, c'est pas 20062, c'est 21062. Donc du conseil municipal de ce jour. La ville de Bru a renouvelé la convention donc, de mise à disposition de la maison du campus appartenant au département pour une durée d'1 an. Et afin de continuer la location des bureaux de la maison du campus auprès des associations et des entreprises intéressées, et lorsque celle-ci se fait à titre onéreux, il convient de proposer les tarifs par bureau, donc qui sont affichés devant vous. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les tarifs de location de la maison du campus. Très bien. Est-ce que ça appelle des questions, des remarques? Pas de questions? Non? Très bien. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 4, Finance encore. Rapport sur l'utilisation de la dotation de solidarité urbaine, la DSU 2020. Alors donc, conformément à l'article L 1111-2 du Code général des collectivités territoriales, les communes bénéficiaires de la DSU doivent établir un rapport retraçant les actions menées en matière de développement social urbain et leurs conditions de financement. La ville de Bru a touché au titre de la DSU 528 152 € en 2020. Pour rappel, le versement 2019 était de 518 220 €. En 2020, les principales dépenses de fonctionnement intervenues en matière de développement social et urbain s'établissent à 1 882 795 €, soit un niveau de couverture de la DSU de 28%. Donc, le rapport détaillé de l'utilisation de la DSU 2020 est joint en annexe de la délibération. Avant qu'on me pose la question, cette année, on a reçu notre classement vis-à-vis de cette DSU. Donc, on est classé 579e sur 695 cette année. Donc, soit une progression assez conséquente dans le classement. Donc, on a demandé des informations complémentaires à la préfecture qui nous ont répondu que c'était notre revenu par habitant qui avait fortement baissé, passant de 18 000, que j'ai les chiffres exacts, 18 235 € à 16 350 €, ce qui nous a fait progresser dans ce classement. On n'a pas plus d'informations encore à ce niveau-là, donc on attend un peu plus de précision pour savoir ce qui a influencé cette forte baisse de revenus par habitant. Donc évidemment, dès qu'on en recevra plus, on vous tiendra au courant. Bien, merci. Une question, M. Saunier? Oui, ça me permet de réagir, M. Leroy, à votre présentation. Et vous avez effectivement devancé une remarque sur ce classement. Alors, on est en période de Tour de France ou de tournoi. On ne sait pas, en l'occurrence, comment les choses se jouent. Mais néanmoins, c'est en faveur de la collectivité puisqu'on conserve notre dotation. En tous les cas, on renforce notre rang avec une explication sur, sans doute... qui est difficile à trouver, vous l'avez dit, sur le revenu moyen qui baisse. Donc, c'est pas forcément une bonne chose pour les habitants. Cependant, nous avons une réaction à porter, puis rappeler quelques éléments à notre Assemblée, puis aux Brusois. Lors de la présentation du budget, vous avez annoncé une augmentation sans précédent de la fiscalité locale. Je ne vais pas y revenir sur les taux. On ne va pas reprendre le débat que je vous avais partagé et fait part lors de la présentation du budget. Je vous rappelle que vous aviez justifié l'augmentation des impôts au seul prétexte de la perte d'éligibilité de cette recette de 500 000 €, considérant le risque qu'il était certain. Il existe toujours, vous me direz, mais il est un peu moins prégnant. Donc je voulais juste souligner ça et rappeler ça aux Brusois. Nous avons aujourd'hui la preuve que vous avez anticipé trop tôt. Au nom du groupe de l'opposition, de nombreux Brusois qui nous ont fait part de leur mécontentement suite à l'augmentation des impôts. Nous souhaitons que vous revisitiez votre position lors du budget 2021. Alors pour répondre, ce n'était pas la seule raison de l'augmentation de la taxe foncière, c'était aussi la baisse notamment de la dynamique de la taxe d'habitation due à la réforme. Concernant les prospectives pour l'année prochaine, la préfecture nous a indiqué qu'il ne trouvait pas de raison à ce qu'elles disparaissent dès l'année prochaine.
mais nous incitait toujours à rester prudents sur les années suivantes. Bien sûr, et pendant ce temps-là, les Brusois paient à tort 500 000 € d'augmentation d'impôts. Qui seront en faveur des services qu'on pourra leur rendre à l'avenir, bien sûr. Bien sûr, Monsieur Leroy. De toute manière, il faut savoir que cette dotation de solidarité urbaine, là, on a eu une bonne surprise, mais on peut très bien en avoir une mauvaise l'année prochaine. Donc voilà, vu les taux de fluctuation, on a un peu de mal, nous, à saisir la réalité un petit peu de cette dotation, enfin des critères qui régissent la dotation. Donc voilà, il faut quand même que l'on reste prudent. Et de toute manière, effectivement 500 000 €, comme vous dites que les Brusois auront payé, ils ne l'auront pas payé pour rien, puisque effectivement ça va nous donner aussi la possibilité de leur offrir de nouveaux services, ou en tout cas d'augmenter ceux qu'on leur donne déjà. Bien sûr, mais entendez le mécontentement des Brusois et d'une partie importante de Brusois suite à l'augmentation que vous avez réalisée. Merci. Monsieur Joly ? Ça fait combien de Brusois, Vincent? C'est proportionnel aux personnes qui sont touchées par cette augmentation d'impôts. Ouais, Monsieur Joly, sur ça, je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là. Aujourd'hui, je voulais juste profiter de cette opportunité qui était de rappeler que vous aviez eu, dans la présentation du budget, un élément d'approche prudentielle sur cette perte de dotation. Je vous avais fait remarquer qu'elle était trop anticipée. Et là, aujourd'hui, on prend une marge de manœuvre. Ceci étant, effectivement, la collectivité pourra en bénéficier. Pour autant, il est nécessaire de le rappeler. Je ne vais pas plus loin dans le débat. Vous dites que la décision était trop anticipée, mais à ce moment-là, on n'avait pas les éléments qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, donc on l'avait pris en connaissance de cause avec les éléments qu'on avait à l'époque. Bien sûr. Raison pour laquelle je demande, dans un contexte difficile, savoir si vous souhaitez le revisiter pour le cadrage budgétaire de 2021. On verra. Pour l'instant, il n'y a pas de décision. J'entends donc que vous l'examinerez peut-être. On n'a pas décidé là-dessus pour l'instant. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Non? Monsieur Joly? Ouais, juste une minute. J'entends bien ce que tu dis, Vincent. C'est la grosse difficulté pour toutes les collectivités locales de monter des budgets. On serait une entreprise, je ne sais pas comment les entreprises pourraient faire pour monter des budgets, quand on sait qu'une grande partie de nos recettes sont liées à des décisions de l'État, en particulier, je vois par exemple, et puis à la vie économique, je vois les droits de mutation. Je crois que l'année dernière, ils étaient assez importants. Il y a eu des années, on avait 2 fois, voire 3 fois moins, parce qu'il y avait eu une chute des ventes sur bru, et on était à 250 ou 300 000 €. Et donc voilà, donc la DSU, c'est pareil, ce sont des sommes importantes, et quand on sait le pourcentage que ça peut représenter sur un budget de fonctionnement, il faut être relativement prudent, mais il faut aussi être relativement... Il faut avoir beaucoup d'imagination pour essayer d'équilibrer un budget et de partir sur des recettes qui sont relativement aléatoires. Par exemple, la taxe d'habitation, à un moment, on ne savait même pas trop Bien sûr. comment elle était compensée. Donc imaginez le travail d'équilibriste que les élus, quelles que soient les majorités, oui, bien sûr, ont à travailler, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Très bien. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vais passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Finance encore la subvention Resto du Cœur. Et là, je passe la parole à Madame Séché. Alors, je ne sais pas si ça a un lien avec la diminution des revenus des Brusois, mais il y a peut-être un peu de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voulait faire un point sur l'aide alimentaire, puisque les demandes d'aide enregistrées par le CCAS ne cessent de croître cette année. Et donc, un budget était prévu en 2020 de 6 000 € pour les aides financières et alimentaires. Et en 2020, on a pu bénéficier d'un don de la Fondation Abbé Pierre de 4 000 €, ce qui nous a permis de boucler, enfin de répondre à la demande des Brusois, enfin de certains. On a augmenté en 2021 le budget d'aide à hauteur symbolique d'1 € par Brusois, ce qui permet de répondre à une demande plus importante. En parallèle, on a aussi, l'épicerie sociale aussi s'est réorganisée pour pouvoir ouvrir de nouveaux créneaux, donc d'accroître le nombre de bénéficiaires. On a aussi
on a aussi... l'épicerie sociale a aussi fait une nouvelle récolte parce que les fonds n'étaient pas suffisants. Donc ils ont fait une nouvelle récolte le 19 juin dernier qui a permis de récolter plus de 350 kilos de produits parce que les stocks venaient à manquer. Au-delà de l'épicerie sociale, il y a aussi d'autres stratégies qui ont été mises en place, c'est-à-dire que sur le campus de Kerlan, il y a l'association Eco Challenge qui distribue chaque semaine des produits frais pour les étudiants. Le CCS a aussi mis en place chaque vendredi une récolte de fruits et légumes invendus du marché où les étudiants les redistribuent également au cœur du campus. Et puis, ça ne suffit pas, puisqu'il y a un certain nombre de Brusois, une grosse centaine, qui va également au Resto du Cœur à Rennes. Et donc, l'association des Restos du Cœur départementale, qui voit ses finances aussi diminuer, nous a donc demandé une contribution, en fait, au fait qu'un certain nombre de Brusois allaient au Resto du Cœur. Donc, nous avons, la subvention demandée était de 2 500 €. Et c'est la raison pour laquelle je vous demanderai de bien vouloir accepter le versement de la subvention de 2 500 € pour l'année 2021 à l'Association des Restos du Cœur d'Ille-et-Vilaine. Merci, Madame Séché. Madame Brien. Alors, Monsieur le maire, vous nous demandez de voter ce soir une subvention de 2 500 € en faveur de l'Association des Restos du Cœur d'Ille-et-Vilaine. Lors de la dernière commission finances, vous aviez justifié, enfin vous, les élus qui y participaient, avez justifié cette somme par le déficit important enregistré par cette dernière, l'Association des Restos du Cœur. Nous aurions aimé avoir davantage de détails sur les finances de cette association, parce que nous parlons ici de finances publiques. Plutôt que de voter une somme de 2 500 € pour combler un déficit de 200 000 € qui nous est annoncé sans document justificatif, il nous apparaît plus judicieux de réserver cette somme, voire une somme plus importante, à l'implantation d'une antenne des Restos du Cœur sur Bru, qui, elle, répondrait directement aux besoins d'une centaine de familles brusoises qui actuellement se rendent à Rennes. N'ajoutons pas aux difficultés sociales des difficultés de transport. Nous soutiendrons un tel projet d'implantation sur Bru dans une volonté d'accompagnement de nos concitoyens. Nous vous demandons donc de réserver la somme demandée ce soir à la mise en place d'une structure de proximité au bénéfice des familles brusoises. Et nous nous abstiendrons sur le vote de cette délibération. Très bien, merci. C'est une solution à laquelle nous avions pensé, mais je vais laisser Madame Séché vous répondre. Alors, en fait, effectivement, je suis d'accord avec vous. Simplement, d'abord, c'est 200 000 €. Enfin, les Restos du Cœur, en fait, font cette démarche auprès de toutes les mairies d'Ille-et-Vilaine, d'une part, parce que c'est vrai que c'est pas 2 500 € qui vont combler leur déficit, on est d'accord, mais si tout le monde fait la même chose, ça pourrait être intéressant pour eux. C'est une subvention au titre de l'année 2020, de 2020, et du coup, on a imaginé que la subvention qui était un petit peu conséquente nous permettrait ensuite de lier des liens plus importants avec les Restos du Cœur et éventuellement de faire un projet avec eux à Bru. Mais on a pensé qu'il fallait d'abord commencer par montrer nos bonnes intentions, comme je l'avais expliqué en commission sociale. Voilà, donc c'est un débat qu'on a eu au sein de la majorité, et donc on y réfléchit. Néanmoins, je note votre abstention. Je vais me mettre au vote, mais... Pas d'autres remarques ? Si, moi, je Monsieur Kermarek. Je trouve étrange d'opposer les deux, parce que le fait de créer une antenne à Bru ne va pas diminuer le déficit de l'association. Donc qu'on puisse réfléchir à ça, ça me paraît très raisonnable. Mais là, l'association se trouve dans une situation difficile avec 20% de déficit sur son budget de 2020. Donc, à mon sens, il n'y a pas de raison d'opposer les deux. Il n'est pas question d'opposer les deux, simplement les deux sont le déficit qui nous a été proposé, on n'a eu aucun document, rien du tout, on nous a donné ce chiffre-là. Bon, ce sont quand même des fonds publics, on aurait voulu avoir un petit peu plus d'explications. Si c'est simplement pour, j'allais dire, boucher un trou, ça va être le tonneau des Danaïdes, on ne va jamais en finir. Donc nous, on préférerait que cet argent, l'argent des finances publiques de la ville de Bru soit vraiment
servent à accompagner les familles. Donc, dans un souci aussi de proximité, je sais qu'il y a une centaine de familles qui se rendent avec certaines difficultés de transport au Resto du Cœur. Ce serait quand même ça nous paraissait plus judicieux et plus pratique pour ces familles-là de pouvoir disposer d'une structure à domicile. Voilà. C'est bien notre intention, mais ça ne va pas se faire que tout de suite. Et sachez que nous vous soutiendrons dans ce projet d'implantation sur Bru. Très bien, merci, c'est noté. Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, vous êtes... Comme vous ne levez pas la main, voilà. Très bien. Bon, merci. Proposition adoptée, moins 7 abstentions. C'est ça ? Parfait. Je vais passer maintenant la parole à Madame Pinard pour l'aménagement. Donc, convention de participation au coût des équipements de la ZAC Verbuisson pour la rue de la Rabine. Alors, je vais démarrer directement à l'article L311-4 du Code de l'urbanisme qui prévoit que lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celle-ci participe au coût d'équipement de la zone. Cette convention est donc une pièce obligatoire du dossier du permis de construire. Alors, la société SAGEC, Centre Atlantique, domiciliée aux 2 rue de Curcier à Nantes, a déposé une demande de permis de construire le 7 mai 2021, enregistrée sous le numéro 035 047 20 00029, ayant pour objet la construction d'un ensemble immobilier réparti en 3 bâtiments sur les parcelles cadastrées CH 331, 332, 410, 411, 412 et 413, d'une surface totale de 3132 m². Le projet consiste donc en 67 logements et pour une superficie totale de plancher de 4437 m². Sur ces terrains, un total de 915 m² de surface de plancher avait déjà été acquis par les propriétaires. La SAS SAGEC, Centre Atlantique, doit donc acquérir 3522 m². Il est proposé de signer une convention de participation au coût des équipements généraux de la ZAC réalisée par la SPL NOA sur la base de 125 € hors taxe le m² de surface de plancher pour les logements libres et de 115,60 € hors taxe le m² de surface de plancher pour les logements locatifs sociaux, soit un total de 400 088,50 € hors taxe. Le montant total de la participation, soit 480 106,20 € TTC, sera réglé en 2 fois, 50% au terme de la purge des délais de recours du permis de construire délivré par la ville de Bru et 50% restant 12 mois suivant ce premier terme. Je vous demanderai de bien vouloir valider les conditions de la convention de participation au coût des équipements de la ZAC du Verbuisson du projet SAS SAGEC Centre Atlantique ou toute autre société qui s'y substituerait, et d'autoriser Monsieur le maire ou un adjoint à signer la convention de participation au coût des équipements de la ZAC du Verbuisson. Merci Madame Pinard. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Monsieur Deguerret ? Oui. Je pourrais commencer cette intervention par l'expression populaire « fais comme je dis, mais fais pas comme je fais ». Après avoir entendu à plusieurs reprises des leçons sur la façon dont l'urbanisme a été géré sur la dernière mandature, vous nous présentez ce soir une délibération dont vous n'avez rien maîtrisé. En effet, vous nous avez souvent dit que les promoteurs faisaient ce qu'ils voulaient sur Bru, et récemment qu'il n'était pas normal que les propriétaires touchent 10 fois le prix de référence de Rennes Métropole lors de la vente de terres constructibles. Je fais ici référence au dossier des Rosiers, dont vous avez oublié de nous dire lors du Conseil extraordinaire du 3 mai dernier que la convention PLH avec Rennes Métropole avait été validée par l'ensemble des acteurs. Au passage, la convention, c'est une convention tripartite, Rennes Métropole, Ville de Bru et promoteurs. Et dans cette convention, il était fait référence au prix des cessions des terrains. Donc pour info, le prix des terrains de cession était plutôt autour de 5,50 a priori,
soit un peu plus que le prix de référence que vous nous aviez indiqué, 4,35 je crois de mémoire, mais pas 10 fois plus comme vous l'avez dit. Concernant le projet de ce jour présenté, nous n'avons rien à redire sur son implantation, sur son architecture. Il est tout à fait cohérent au regard de son environnement. Nous avions même validé l'intérêt de ce renouvellement urbain dans ce secteur lorsque nous étions aux manettes de la commune. Ceci étant, plusieurs points m'interpellent. Sur la forme de la convention, il y a, il me semble, des erreurs dans les tableaux de la page 3 sur la CHAB. C'est 4032 mètres carrés 60 et non 1032 mètres carrés 60, je pense. Et 3134 mètres carrés 58 dans le second et non 2796. Quand on fait le total, c'est ce qui me semble. Sur le fond, la participation aux équipements dans la convention, il est indiqué un montant d'environ 400 000 euros, alors que celle-ci aurait dû être d'environ 700 000 euros si on avait respecté les participations indiquées dans le CRAC au niveau de la SPL. Soit un cadeau de 300 000 euros pour le promoteur, et donc autant de moins dans les caisses de la SPL et donc de la ville. Sur la répartition des 67 logements, 17 logements sont en locatifs sociaux, alors que normalement, ce qui fait 25%, normalement on doit être à 30% au niveau du PLH, soit 20 logements, 16% en régulé, donc ce qui fait 24%. Normalement, dans la PLH, c'est 15% de régulé, soit 10 logements. Et 34 en libre, soit 51% du projet qui est en libre, alors qu'au niveau du PLH, c'est 40% en accession libre. Je dirais donc que c'est double peine pour la ville, 300 000 euros de moins dans les caisses et une répartition PLH qui dégrade nos critères de la loi SRU. De plus, concernant la participation aux équipements, je m'interroge sur la légalité de cette convention, et je dirais même plus des éventuels recours que nous pourrions avoir par les propriétaires et les promoteurs acteurs de cette ZAC qui ont payé la participation aux équipements plein pot dans les projets précédents, puisqu'on arrive en fin de ZAC, donc tous les autres ont payé plein pot. Pour ces raisons, nous voterons contre cette délibération, même si le projet a tout son sens dans ce secteur. Merci. Qui veut prendre la parole, M. Joly? Ouais, donc je vais vous répondre. Je vais prendre la parole en tant que président de la SPL NOAH, puisque en tant que président, donc je n'ai pas présenté la convention, je vais la signer, donc je n'avais pas à la présenter et je ne vais pas non plus prendre part au vote. Par contre, j'ai souhaité vous rappeler un historique de ce dossier qui est quand même relativement vieux, quoi. Donc ces terrains neveux tardifs ont fait l'objet de plusieurs projets par différents promoteurs depuis plusieurs années. Il y a eu la Motte, il y a eu Bâti Armor, il y a eu la Cécib et d'autres. Aucun projet n'avait abouti vu le coût du foncier et le coût de la participation aux équipements de la ZAC du Vert-Buisson. Des projets portant uniquement sur la parcelle du garage, qui était immédiatement libre, avaient été proposés aussi, mais toujours refusés par la ville, ce qui me paraît logique, car volonté de faire une opération commune sur le garage, plus le centre technique. Donc ça me paraît tout à fait normal. En 2019, lors de l'élaboration du PLUI, des négociations sont menées avec la SAGEC afin de l'inciter à réaliser une opération sur les deux parcelles et dans le respect du PLH. La ville a grevé les terrains, c'était une volonté de votre part, d'un emplacement réservé pour mixité sociale. 100% de logements sociaux. C'était pour vraiment négocier et les inciter à discuter avec vous. Par courrier du 17-10-2019, la ville a informé la SAGEC du retrait de l'emplacement réservé, car la SAGEC s'était engagée à réaliser une seule opération sur les deux unités foncières, à respecter le PLH et à respecter la convention de participation au coût des équipements de la ZAC qui était de 740 000 euros TTC, puisqu'on redonne la TVA en fin d'opération. Suite à cet engagement, il n'y a pas eu de dépôt de permis de construire, ni signature de la convention de participation, mais l'emplacement réservé, permettant de faire pression sur la SAGEC, a bien été retiré du PLI. On voit la difficulté de la négociation, puisque finalement c'était les derniers terrains
qui était sur le périmètre de la ZAC du Vert-Buisson, hors gare bien sûr, qui était à négocier et à commercialiser. Donc on voit le nombre de promoteurs qui ont essayé de monter des opérations et les négociations avec la SAGEC qui ont été extrêmement difficiles, avec des engagements qu'ils n'ont pas respectés, que vous pensiez qu'ils allaient respecter, donc vous avez levé cet emplacement réservé. On voit quand même que ça n'a pas été simple non plus pour vous. Il y a eu des reprises des négociations, donc depuis notre arrivée, prorogation des compromis avec les propriétaires des terrains depuis 2021, parce qu'il y avait 2 propriétaires, il y avait Neveu et Tardif. Il y avait eu le déménagement du centre technique sur la zone de Mons-Raudière, et donc foncier peut être libéré rapidement, hein, c'est où est maintenant le bricolage, etc. Il n'y a plus de terrain de libre sur la ZAC, donc c'est ce que je vous disais du Vert-Buisson. Il s'agira d'une dernière opération, en dehors de l'extension sur la gare. Alors, il y a eu un souhait des élus que ce foncier fasse l'objet d'un renouvellement urbain, vu son emplacement, en fonction du bilan aménageur du projet. 2 axes d'économie sont étudiés. La ventilation du PLH et le coût de participation aux équipements de la ZAC. C'est-à-dire c'est du donnant-donnant. Parce qu'au départ, c'était on veut le terrain gratos, quoi. On ne veut pas de participation. Ça a été relativement difficile à négocier. Le PLH. En accord avec les services de Rennes Métropole, l'opération étant d'initiative privée, fait l'objet d'un conventionnement propre et réfléchi afin de rendre l'opération faisable sans déséquilibrer les objectifs globaux du PLH. Ce secteur fait déjà preuve d'une présence de logements sociaux importante, avec les logements Aiguillon à l'arrière du projet et les logements Archipel Habitat Carré Vert rue de la Rabine. Ce qui veut dire, c'est que quand on fait aussi des opérations d'aménagement, il faut aussi qu'on travaille globalement et qu'on essaie d'avoir une mixité sociale à peu près équilibrée sur les différents territoires de la ville. Ça, on l'a pris également en compte. Il est préférable de prévoir une charge plus importante de logements sociaux sur d'autres opérations à venir. Exemple, projet Kérédès, rue des Planches, avec 32% de locatif social et PLH prévoit 30%. Ça veut dire que quand on parle aussi de logements sociaux, on essaye d'avoir une analyse globale et peut-être sur un certain nombre de projets qui sont plus faciles à réaliser, peut-être en mettre un peu plus. Programmation retenue pour les 67 logements, donc je ne reviens pas, vous l'avez dit, donc vous connaissiez très bien votre dossier. D'autres programmes ne respectent pas non plus à la lettre les pourcentages du PLH, mais cela se joue à quelques degrés de pourcentage, rien de significatif sur le mandat précédent. À noter, pas d'accession sociale dans les projets de bâti Armor, rue des Planches et avenue de Gaulle. Par contre, en 2014, on avait 1286 logements locatifs sociaux, soit 307 manquants, et en fin de mandat, en 2020, il y avait 1561 logements locatifs sociaux, soit 158 manquants. Donc il y a eu une baisse significative du manque de logements sociaux, puisque en 2016, on était à 16,13, et en 2020, on était à 18,18, donc on voit qu'il y a eu une progression, et voilà, et on la reconnaît tout à fait. D'autres programmes ne respectent... Bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a tout de même les opérations de moins de 30 logements qui ne respectent pas le PLH. Une seule opération sur le mandat précédent, c'était avenue Joseph-Jean, 27 logements et 12 avenue Joseph-Jean. Donc ça veut dire que quand il y a moins de 30 logements, les promoteurs n'ont pas l'obligation de mettre des logements sociaux. Il y en a eu quelques-uns, mais il n'y en a pas eu énormément non plus, là. Je peux vous répondre sur ce sujet ? Attendez, je finis. D'accord. Et puis, bien sûr, c'est monsieur le maire qui va vous donner la parole, je n'ai pas le pouvoir de vous la donner. Coût de participation aux équipements de la ZAC. Cette opération sera certainement la dernière sur la ZAC du Vert-Buisson, première partie en dehors du secteur gare, puisqu'il y a une dissolution de la SPL NOA qu'on est en train de réaliser, c'est long, c'est pas simple. Plus nécessité de revoir le projet gare étant donné les coûts de dépollution. L'étude urbaine et la DUP, afin d'inclure le secteur gare dans un projet global. Donc, forte chance que le secteur gare soit détaché de la ZAC du Vert-Buisson et donc que la ZAC Vert-Buisson historique soit clôturée. Après, la dissolution va clore cette ZAC. Si nous refusions de négocier le prix de participation, le projet SAGEC n'étant pas viable, donc pas de visibilité, il pourrait très bien abandonner ce projet. Dans un délai court, si dissolution de la ZAC du Vert-Buisson, nous retombions dans un régime classique de taxe d'aménagement. Plus de ZAC, on transmet le bébé à la ville de Bru, donc on revient dans le droit commun.
Et là, c'est la taxe d'aménagement qui s'applique. L'estimation de la taxe d'aménagement sur le projet SAGEC, c'est environ 240 000 euros, dont 173 000 pour la part intercommunale, puisque l'autre partie va à Rennes Métropole. La ville est donc gagnante en négociant une participation à 400 000 euros. Je m'en excuse, c'est compliqué. On arrive à un tournant de cette ZAC, il faut qu'on la termine, puisque c'est lié aussi à la SPL qu'il faut dissoudre. Donc voilà, j'entends très bien ce que vous disiez, monsieur Desguerets, et puis c'est logique. On a essayé de perdre le moins possible sur cette opération, et ma volonté en tant que président de la SPL, c'était de terminer cette opération rapidement, puisque après, la SPL n'était plus en capacité de négocier avec un promoteur. Donc voilà les éléments que je voulais donner à votre réflexion. Et il faut mettre dans la balance aussi le fait que la SPL NOA, s'il n'avait pas été fermée, enfin si elle n'est pas... on aurait de toute manière perdu de l'argent sur cette SPL NOA. Donc voilà, il fallait mettre les deux dans la balance. Monsieur Desguerets, vous vouliez parler ? Oui, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez parlé du bilan du promoteur, là. À quel prix de la SAGEC, ouais. À quel prix ils sortent au mètre carré ? D'accord. Je les donnerai la prochaine fois. Ok. Vous avez parlé de mixité sociale dans le secteur. Il y a aussi dans ce secteur-là quand même du pavillon, puisque derrière tout ce secteur-là, c'est que une zone pavillonnaire. Hein. Donc on a aussi quand même pas mal de pavillons dans le secteur-là. Donc c'est pas non plus... Non. Après, vous parlez de l'avenue Joseph-Jean, le nord-est, enfin les moins de 30 logements. Il faut savoir que ce projet avenue Joseph-Jean Bâtir-Mort a été fait avant que le PLH qui est en place soit en place, quoi. Puisqu'en fait, il y a eu un certain nombre de recours. C'est pour ça aussi que ce projet a du retard. Et à l'époque, les règles n'étaient pas celles qui sont aujourd'hui. Hein. On n'avait pas les mêmes règles. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait demandé il y a du régulé dedans. Il y a quelques logements, je ne sais plus, en régulé, où il y avait quelque chose qui a été fait, ce qui n'était pas obligatoire, quoi. Non, mais... Monsieur Joly, votre micro, s'il vous plaît. Simplement une analyse pour vous donner les difficultés de fin de négociation de ce dossier-là. Bon, ok. Ce qui est dommage, c'est je trouve que c'est quand même double peine par rapport au PLH, parce que le PLH, on dégrade quand même le résultat, quoi. Par contre, il faut le voir dans son ensemble, et sur un certain nombre d'autres projets, on va rectifier progressivement le tir. Vous savez, c'est pas toujours très simple, et vous le savez bien, de négocier avec des promoteurs pour avoir des prix de sortie qui sont relativement quand même corrects, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. Tout à l'heure, vous avez parlé du dossier rue des Planches, donc en lien avec Bâtir-Mort. En fait, ces deux dossiers-là étaient menés en même temps au niveau négociation du PLH, hein, puisque l'ensemble des deux respectait le PLH. Hein. Il n'y avait pas sur le sujet, il n'y a pas eu de négociation en dehors du PLH, quoi. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? D'autres questions ? Non ? Bon, moi je vais passer au vote. Donc, qui est contre ? Donc 7 voix contre. Qui s'abstient ? Monsieur Joly ne prendra pas part au vote. Qui s'abstient, je répète ? Pas d'abstention ? Très bien. Donc, proposition adoptée. Merci. Éducation, on va passer à l'éducation. Donc, je passe la parole à monsieur Hervé. Contrat d'association école privée de la Providence, Bru 2021. Donc la loi du numéro 59-1557 du 31 décembre 1959 a permis de définir les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privé. Elle a été modifiée par la loi 1285 du 25 novembre 1977 et la loi 97 du 25 janvier 1985, modifiant et complétant la loi 663 du 22 juillet 1983, portant dispositions diverses relatives au rapport entre l'État et les collectivités territoriales. La loi ne reconnaît pas d'enseignement privé en tant que tel, mais uniquement une pluralité d'établissements.
Ainsi, les établissements privés peuvent être hors contrat, liés à l'État par un contrat simple ou liés à l'État par un contrat d'association. Le Conseil municipal a accepté par délibération en date du 28 octobre 1990 la transformation des contrats simples qui régissaient les relations de la commune avec l'école maternelle et l'école élémentaire La Providence en contrat d'association. L'article L 442-5 du Code de l'éducation, loi du 28 octobre 2009, stipule que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public, en application au principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public. En outre, l'obligation de financement des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association s'impose à la commune, siège pour les seuls élèves résidant sur son territoire. La circulaire 2012-25 du 15 février 2012 précise les règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat et établit la liste des dépenses à prendre en compte pour la subvention communale. Au regard de ces dispositions, la ville de Bru prend en charge les dépenses de fonctionnement de l'école privée La Providence pour les élèves domiciliés sur son territoire. Le calcul de la subvention, la dotation versée à l'école maternelle La Providence est calculée sur un coût moyen par élève dans les écoles publiques maternelles et coût moyen par élève avec une dotation versée à l'école maternelle La Providence. Le même calcul est effectué pour la subvention versée à l'école élémentaire La Providence. Donc, ce qui amène un coût moyen par élève donc pour les écoles publiques de 1 193,45 € en maternelle, 273,95 € en élémentaire. Compte tenu des effectifs maternels de l'école privée, 199 Brusois en maternelle, 329 Brusois en élémentaire. La subvention pour l'année 2021 pour l'école maternelle La Providence sera pour 2021 de 1193,45 fois 199, soit 237 496,55 €. Pour l'école élémentaire La Providence, la subvention 2021 sera de 273,95 fois 329, ce qui fait 92 129,55 €. La participation communale au titre du contrat d'association sera donc de 327 626,10 €, somme qui sera versée par 12e tous les mois. Pour les débuts d'année 2022, il est prévu de verser mensuellement 1/12e de la somme versée en 2021 jusqu'à délibération concernant le contrat d'association 2022. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la subvention 2021 au titre du contrat d'association avec l'école de La Providence et d'autoriser Monsieur le maire à engager cette dépense. Merci Monsieur Hervé. Madame Brien. Alors, cette délibération nous propose donc une dotation qui est calculée en application du coût moyen communal par élève, en vertu, vous l'avez rappelé, du principe de parité entre les écoles publiques et écoles privées d'un même territoire. Cette année 2020 a vu la masse salariale de la commune subir une augmentation assez importante qui peut s'expliquer entre autres par les incidences de la Covid sur les conditions de travail des personnels, le passage d'une ATSEM par classe et l'isolement et le remplacement d'ATSEM. Or, vous avez décidé de ne pas inclure dans le calcul du coût moyen de fonctionnement le coût des remplacements, ce qui fausse le calcul de la dotation. Vous avez rappelé également les dispositions donc, de l'article du Code de l'éducation qui stipule que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. La délibération que vous nous demandez de voter ce soir n'est pas conforme à la réglementation et vous vous exposez à une décision de la préfecture suite au contrôle de légalité. Pour les raisons exposées ci-dessus, nous nous abstiendrons lors du vote de cette délibération. Très bien. Monsieur Hervé, vous avez une réponse ? On en a longuement discuté en commission éducation du mois de mai et du mois de juin. Les coûts de remplacement, on les a en partie retirés parce que c'était pour pas payer deux fois le fait que les agents isolés continuent à être rémunérés. Donc si on paye à la fois les agents isolés et leur remplacement. Et les remplacements sont en partie remboursés par la CPAM, ce qui fait qu'il
ça me paraissait juste et logique de ne pas intégrer la totalité des coûts de remplacement. Très bien. Moi, je voudrais, Monsieur Saunier. oui, si vous voulez bien réagir un petit peu à ce que vous venez d'exposer. Alors, cette année a été effectivement marquée par la gestion du Covid dans les écoles, le protocole sanitaire, les fragilités des personnels ont entraîné dans chacune de nos écoles des augmentations de fluides, chauffage, etc., des augmentations des achats et des augmentations de la masse salariale. Masse salariale pour remplacer le personnel absent, pour assurer le maintien de salaire. Dans les écoles publiques comme privées, sous contrat avec l'État de Bru, avec l'État, il y a eu des personnels vulnérables, donc salaire maintenu et remplacement réalisé au plus cher, et des ASEM touchés par le Covid. Idem pour le maintien de salaire et puis remplacement aussi, qui sont plus chers dans cette période-là. Il n'est, selon nous, pas concevable de retirer ce montant-là de remplacement de la constitution du coût d'un élève public. Le surcoût est aussi présent dans les écoles avec les mêmes modalités de remplacement. Dans les écoles privées, quand ils ont un surcoût, ils le font. Donc c'est cette équité que vous ne respectez pas, que nous pointons là aujourd'hui, et qui nous interpelle quant à sa légalité, puisque on rappelle le principe, il s'agit d'une obligation des collectivités de financer ce contrat d'association sous le principe d'équité, et selon nous, il n'est pas respecté. Enfin, il y a les charges et les produits. Donc les charges, je comprends bien qu'elles ont été plus élevées. Il y a aussi des produits en face qui sont pas intégrés, parce que le remboursement de la CPAM, c'est des produits. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Dans chacune des écoles, ils ont eu des charges supplémentaires et des coûts supplémentaires. Et donc c'est ce principe d'équité qui doit être respecté. Je ne comprends pas pourquoi. En tous les cas, les amendements que vous nous apportez sont pas posés, structurés. Donc voilà. J'ai bien compris ce que vous avez dit. C'est juste qu'on ne se base pas uniquement sur les charges, mais on s'est basé aussi sur le fait qu'il y a des produits, des remboursements de la CPAM. C'est juste pour pas que le contribuable paye deux fois pour la même chose. Ce qui paraît logique, effectivement. Bien. On peut ajouter que les autres frais, qui ne sont pas ces frais salariés de salaire, enfin de remplacement, sont pris en compte, évidemment. Monsieur Kermarek. Merci. D'autres interventions? Très bien, je vais passer au vote alors. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 7 abstentions. Proposition adoptée, merci, moins 7 abstentions. Éducation, donc contrat d'association entre les écoles privées Sainte-Marie de Pont-Réan-Guichen, 2021. Donc la même chose sur le Sainte-Marie. Donc la loi 1557 du 31 décembre 1959 a défini les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés. Qui peuvent demander à bénéficier de 2 types de contrats. Donc c'était la même logique. Donc la participation, donc pour le coût moyen de fonctionnement par élève, donc de Guichen pour la maternelle, c'est 1411,34 € et pour élémentaire 373,11 €. Et avec un effectif brusois donc de 3 en maternelle et de 5 en élémentaire. Donc la participation de Bru au titre du contrat d'association pour 2021 est donc la suivante, 1193,45 € x 3, ce qui fait 3580,35 €. Et pour les élèves élémentaires, 273,95 € x 5, soit 1369,75 €. Et là, on s'aligne donc sur le coût moyen par élève, la référence de Bru, et non pas le coût moyen de Guichen. Ce qui fait un total 2021 de 4 950,10 €. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la subvention 2021 au titre du contrat d'association avec l'école Sainte-Marie de Pont-Réan-Guichen et d'autoriser Monsieur le maire à engager cette dépense. Merci. Madame Horry.
Je ne vais pas prendre part au vote puisque je suis enseignante dans cette école. D'accord, très bien, merci. Pour les mêmes raisons qu'est exposé sur la délibération concernant le calcul du coût moyen d'élèves, nous nous abstiendrons également sur cette délibération. Très bien. Pas d'autres interventions? Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc 7 abstentions, j'ai bien noté. Donc la proposition est adoptée, moins 7 abstentions. Éducation encore, même contrat d'association, mais cette fois-ci avec l'école Sainte-Marie de Chartres de Bretagne pour 2021, Monsieur Hervé. L'école Sainte-Marie de Chartres de Bretagne accueille des enfants brusois. Elle est sous contrat d'association avec la commune siège. La commune lui attribue une subvention de fonctionnement basée sur les règles de Rennes Métropole pour les communes dont les écoles publiques accueillent des enfants d'une autre commune. Le conseil municipal de Rennes a fixé en 1991 le montant des participations basé sur le coût de fonctionnement moyen annuel d'un élève des écoles publiques du premier degré sur l'ensemble des communes de la métropole et réduit à 50% dans un souci de solidarité intercommunale. Ce montant est réactualisé chaque année en fonction de l'évolution de l'indice officiel des prix à la consommation établi par l'INSEE. Par conséquent, il vous est proposé d'attribuer une subvention à l'école Sainte-Marie en suivant les critères adoptés pour l'enseignement public. Celle-ci sera réactualisée chaque année selon la formule ci-après. Coût moyen par élève fois l'indice INSEE sur l'indice INSEE sur les... Coût moyen par élève de l'année N-1 fois l'indice INSEE de l'année N sur l'indice INSEE de l'année N-1. Pour l'année 2020-2021, après réactualisation et déduction de 50%, le coût de fonctionnement moyen d'un élève est donc de 432 € par enfant pour un élève de classe maternelle, 152 € par enfant pour un élève de classe élémentaire. Donc la subvention 2021 sera donc 432 € pour un élève et 4 élèves à 152 €, ce qui fait 608 €, soit un total de 1040 €. Je vous demanderai de bien vouloir approuver la subvention 2021 au titre du contrat d'association avec l'école Sainte-Marie de Chartres de Bretagne et d'autoriser Monsieur le maire à engager cette dépense. Merci. Des questions? Pas de questions? Très bien, merci. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Éducation encore. Et là, il s'agit des tarifs périscolaires et de restauration pour l'année 2021. Monsieur Hervé. Donc pour la prochaine année scolaire, septembre 2021, août 2022, il est proposé de reprendre les principes suivants. Le coût économique d'une prestation ou d'un service intègre la totalité des éléments qui concourent en fonctionnement à la mise en œuvre de ce service ou prestation. Ce coût économique est calculé par le service finance de la ville au vu des éléments fournis par le ou les services gestionnaires de la prestation ou du service rendu. Les prestations et services du domaine scolaire, périscolaire, petite enfance, enfance et jeunesse sont tarifés en référence au quotient familial ou des revenus de référence fixés par la CAF. Le quotient familial retenu est issu de la méthode de calcul CAF-MSA. Les familles sont ventilées entre 14 niveaux de revenus. La première tranche est inférieure à 160 € et la 14e supérieure à 2080 €. Le tarif le plus élevé, tranche 14, peut au maximum être égal au coût économique de la prestation. La gratuité de la prestation est exclue. Le tarif le plus bas doit rester significatif d'une réelle participation de la famille. Les prestations ou services en lien avec le champ scolaire sont tarifés sur la base du quotient familial. Pour les non-brusois, le tarif de la tranche est majoré de 25%. Pour les non-brusois, les prestations ou services hors champ scolaire sont tarifés sur la base de la tranche 14 majorée de 25%. Les tarifs hauts et bas ainsi que les variations entre les tranches sont arrêtés par le conseil municipal sur proposition des commissions compétentes qui veillent à l'harmonie des critères au vu de la spécificité de chaque prestation ou service. Pour des prestations spécifiques et notamment celles en régie municipale, des regroupements de tranches peuvent s'effectuer. La commission éducation propose de conserver la grille tarifaire à 14 tranches de quotient familial et d'appliquer une augmentation de 1% par rapport aux précédents tarifs. Comme l'année précédente, les tarifs se verront appliquer une réduction de 4% afin de prendre en compte de façon anticipée les éventuelles absences courtes, exemple maladie de moins de 4 jours ou services non utilisés.
exemple lors d'une sortie scolaire non prévue. Cet abattement de 4% implique qu'aucune régularisation de facturation ne sera faite pour ce type d'absence en cours d'année. La nouvelle grille s'établit comme suit, donc je ne vais pas la reprendre, elle est donc avec des tarifs allant de 1,08 à 5,07 de la tranche 1 à la tranche 14 pour la restauration scolaire, pour l'accueil périscolaire de 0,21 à 1,47 à 1,74 pardon. Pour l'accueil périscolaire soir forfait de 0,33 € à 2,54 €. Pour l'accueil périscolaire soir forfait 16h30 18h45 de 0,63 € à 4,58 €. Avec le tarif des goûters des maternelles 0,65 €. Les parents devront inscrire leurs enfants aux différentes activités et réserver les dates souhaitées. 2 modes de réservation sont disponibles sur Internet via le kiosque famille. Réservation ouverte pour toute l'année scolaire. Modification possible jusqu'à la veille, jour férié avant midi. Sur formulaire papier pour des périodes de 2 semaines à remettre au plus tard 7 jours ouvrés avant le premier jour de chaque quinzaine. Exceptionnellement, ces échéances pourront être avancées pour des raisons techniques. Les modalités de facturation pour les restaurants scolaires et accueil périscolaire, les réservations entraînent de fait une facturation forfaitaire et systématique, sauf pour des situations particulières justifiées comme notamment les changements de situation professionnelle, les changements de situation personnelle, les absences pour maladie supérieures à 3 jours. Les justificatifs des éventuelles annulations sont à transmettre au secrétariat de la Maison des Enfants dans un délai d'1 semaine à compter du premier jour d'absence. Les présences sans réservation font l'objet d'une tarification différente à l'unité majorée de 25%. Le dépassement horaire du forfait périscolaire numéro 1 du soir entraînera la facturation du forfait périscolaire numéro 2 majoré de 15%. Le dépassement des horaires de fermeture des services est facturé le tarif unitaire majoré de 25%. Le tarif applicable dépend du quotient familial du foyer, calculé selon les mêmes modalités que celui de la CAF. L'absence de justificatif entraîne l'application du tarif maximum. Les justificatifs présentés tardivement sont pris en compte à réception. Il ne sera pas fait de rappel rétroactif. Les cas particuliers, les non-brusois, les services relevant du champ scolaire, restauration scolaire hors ALSH et accueil périscolaire, le tarif, ce sera un tarif correspondant à la tranche de quotient familial majoré de 25%. Les sections sont considérées comme brusois les commerçants, artisans, agents municipaux et professions libérales exerçant sur Bru, sous réserve que la famille en ait informé la direction de l'éducation, et il n'y aura pas de rétroactivité. Les parents séparés ou divorcés, le tarif brusois est appliqué dès lors que l'enfant a l'une de ses résidences sur la commune. Les paniers repas, les enfants apportant un panier repas, protocole d'accueil individualisé, absence de production des repas pour la cuisine centrale, se voient facturer un temps d'accueil périscolaire équivalent au tarif unitaire du forfait 1 du soir. Ce tarif est applicable également aux repas pris dans le cadre de l'accueil de loisirs. Les goûters, pour les enfants scolarisés en maternelle dans les écoles publiques, un goûter est pris lors de l'accueil périscolaire du soir et il est facturé au tarif unitaire de 0,65 €. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les tarifs de restauration et d'accueil périscolaire pour l'année scolaire 2021-2022. Merci, Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Madame Le Russard? Oui, donc les délibérations 10, 11, 12, 13, 14 et 15 présentées dans le cadre de ce conseil municipal portant sur les tarifs périscolaires et de restauration, de l'accueil de loisirs, de l'accueil de la jeunesse, des sorties exceptionnelles et des séjours et mini-séjours, acte votre décision d'augmenter de 1% les tarifs pratiqués sur l'année scolaire 2020-2021. Compte tenu du contexte et des difficultés que peuvent rencontrer aujourd'hui certaines familles brusoises, nous estimons que cette augmentation de tarifs est malvenue. Pourquoi ne décidez-vous pas de maintenir les tarifs appliqués en 2020-2021 ? Une décision qui serait symbolique, je vous l'accorde, mais qui témoignerait de l'attention portée par les élus aux difficultés que peuvent rencontrer certaines familles en raison du contexte actuel. Rappelons-nous qu'il y a de plus en plus de bénéficiaires de l'épicerie sociale, nous en avons parlé tout à l'heure, et qu'il y a également une centaine de Brusois qui fréquentent les Restos du Cœur à Rennes, ce qui amène d'ailleurs la ville
à verser une subvention de 2 500 € à l'association. Je tiens à souligner par ailleurs que les tarifs appliqués aux familles pour l'année 2021-2022 se réfèrent aux revenus du foyer de l'année N-2 et en 2 ans, on le sait, les situations familiales et professionnelles peuvent évoluer compte tenu de la période que nous traversons et influer de fait sur les capacités financières des ménages. Pour ces raisons, nous voterons contre les délibérations actant l'augmentation de 1%. Très bien. Réponse ? On pourrait faire la même que l'année dernière. Je pense que les 1%, je pense que c'est des montants dérisoires et que si on veut faire une politique sociale, c'est autre chose, plus à destination des familles qui en ont vraiment besoin, quoi. Monsieur Salio a demandé la parole en premier et Madame Horry ensuite. C'était juste pour rappeler ce que Mme Séché disait tout à l'heure en préambule de la délibération sur la subvention Restos du Cœur. C'est d'ailleurs ce à quoi on s'était engagé l'an dernier au moment de l'augmentation des 1%. On a bien souligné qu'on allait renforcer cette aide aux Brusois. Voilà, le budget d'aide financière et aide alimentaire, il est passé de 6 000 du coup à environ 18 000 €. Donc voilà, justement, c'est vraiment dans ce sens que l'effort est fait pour les familles, les foyers, les personnes isolées qui en ont le plus besoin. Et ça a été fait au cours de l'année 2021. Madame Horry ? Moi, c'est juste pour compléter. Effectivement, nous nous sommes posé la même question. Par contre, nous nous sommes dit que ce serait plus efficace de travailler en partenariat avec le CCAS, avec les écoles directement, les directeurs d'école qui ont connaissance des situations difficiles de famille, avec les animateurs aussi qui interviennent directement auprès des enfants. Et il nous semblait plus judicieux de pouvoir aider directement les familles en situation précaire plutôt que de ne pas faire 1% d'augmentation, ce qui ne représente rien justement pour vraiment aider ces familles-là. On interviendra directement en travaillant avec le CCAS et puis les services sociaux. Merci Madame Horry. Si vous voulez, je vais bien vouloir compléter. C'est vrai qu'effectivement, donc comme on le précisait, il y a de plus en plus de familles qui sont en situation, on va dire, précaire. Mais parfois, on a aussi des familles qui ne souhaitent pas aller vers le CCAS, se manifester. Donc c'est aussi à ces familles-là que je pense. Oui, effectivement, il y a des familles qui bénéficient des aides, du soutien des associations, et c'est très bien. Mais vous avez aussi des familles vaudoises qui n'osent pas, qui ne font pas cette démarche. Et c'est aussi à ces familles-là auxquelles je pense. C'est bien pour ça qu'il est important de travailler avec les personnes qui interviennent au plus près de ces familles-là et qui ont connaissance des situations des familles. Merci. D'autres interventions ? Non ? Bien, je vais passer au vote. Alors, donc, qui vote contre ? Monsieur Saunier, vous votez contre ? Est-ce que vous votez... Oui, vous votez contre ? Parce que je ne vous ai pas vu lever la main, c'est pour ça. Bon, très bien. Donc, 7 voix contre. Qui s'abstient ? Pas d'abstention. Donc, proposition adoptée, moins 7 voix contre. Éducation encore. Tarif de l'accueil de loisirs des 3-10 ans pour l'année scolaire 2021-2022. Madame Horry. Cette délibération concerne effectivement les tarifs de la LSH, l'accueil de loisirs sans hébergement des 3-10 ans. Mais avant de parler des tarifs, je tiens à souligner le travail, l'implication des équipes d'animateurs qui ont su s'adapter aux protocoles successifs, qui ont su développer des projets d'animation permettant aux enfants de s'évader, de s'épanouir et de vivre autrement ce contexte si particulier qui est le nôtre depuis un peu plus d'une année. Nous ne pouvons que les féliciter. Hors temps scolaire, chaque enfant peut trouver un accueil de loisirs adapté à ses besoins et au plus près de ses attentes. Notre politique petite enfance se donne pour finalité de permettre aux enfants de bien grandir et s'engage à placer les enfants au centre des projets qui leur sont destinés. Nous considérons que l'accès aux loisirs, aux arts et à la culture représente un fondement du développement et du bien-être de l'enfant. Notre politique petite enfance qui se déclinera dans notre projet éducatif que nous sommes en train de finaliser s'articulera autour des principes suivants auxquels nous sommes attachés. La qualité de l'accueil et des services, la prise en compte des valeurs fondamentales d'humanisme, de laïcité, d'équité et de respect, le développement de l'éducation à l'environnement,
l'accessibilité des services en réponse aux problèmes de mobilité et de proximité des services, l'information coordonnée en direction des familles, le soutien à la fonction parentale et enfin une politique tarifaire équitable permettant l'accès au plus grand nombre. C'est d'ailleurs dans ce sens que le pôle éducation travaille en étroite collaboration avec le CCAS. Nous porterons une attention particulière aux familles en situation précaire et qui malheureusement ne font qu'augmenter. En travaillant conjointement avec le CCAS, nous serons vigilants et nous accompagnerons ces familles afin qu'elles puissent accéder aux différents services de la commune. Pour l'année scolaire 2021-2022, la commission éducation propose de conserver la grille tarifaire à 14 tranches du quotient familial et d'appliquer une augmentation de 1% par rapport au précédent tarif. Donc la nouvelle grille s'établit comme suit. Nous avons des tarifs à la demi-journée et des tarifs à la journée complète, le repas venant se rajouter au coût de ces demi-journées ou de ces journées complètes. Pour les tarifs à la demi-journée, ils vont de 2,21 € à 13,75 €. Pour les tarifs à la journée complète, ils vont de 3,91 € à 21,01 €. On vous donne également les modalités d'inscription qui vous ont été lues par Gwenaëlle Hervé, donc je ne vais pas y revenir, les modalités de facturation et aussi les cas particuliers qui sont pris en compte dans le tarif de l'accueil de loisirs. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les tarifs d'accueil de loisirs pour l'année scolaire 2021-2022. Merci Madame Maury. Donc je passe au vote. Donc qui vote contre? 7 voix contre. Qui s'abstient? Pas d'abstention. Donc proposition adoptée, moins 7 voix. Éducation, encore, tarif accueil jeunesse 12-15 ans pour l'année 2021-2022, Monsieur Hervé. Le service jeunesse propose 2 types d'accueil adaptés au public 11-18 ans, un ALSH pour les préadolescents 11-14 ans et un ALSH pour les adolescents 15 ans et plus. Ces 2 structures fonctionnent pendant les vacances scolaires les mercredis, vendredis et samedis, ainsi qu'en fin d'après-midi en période scolaire. Elles sont déclarées auprès de la DDCSPP, qui a un autre nom maintenant, mais elles partagent les mêmes ambitions pédagogiques, création d'un lieu d'échange, développement du sens critique et de l'autonomie, responsabilisation des jeunes en tant que citoyens, prévention, mixité. Ces accueils proposent des temps formels et informels, mais aussi des sorties. En parallèle, des actions information jeunesse auprès des jeunes adultes 18-25 ans sont également mises en place par le service, exemple médiation culturelle. Afin de présenter une tarification uniformisée au sein du service jeunesse, mais aussi adaptée au mode de fonctionnement de ces structures, la commission éducation propose de reconduire les principes tarifaires mis en place l'année dernière, une cotisation annuelle symbolique, une tarification à l'activité payée selon les prix de base de cette activité, et d'appliquer une augmentation de 1% par rapport au tarif 2020-2021. La cotisation annuelle 2021-2022 pour les Brusois est de 10,61 €, pour les non-Brusois de 13,25 €. Et par rapport au... Donc il y a un tableau avec les 4 tranches. Donc les modalités d'inscription, donc 2 modes d'inscription sont disponibles sur Internet via le kiosque famille ou directement auprès du service jeunesse. Modalité de facturation, les inscriptions aux activités entraînent la facturation. La facturation a lieu après l'activité. Le quotient familial, ce tarif applicable dépend du quotient familial du foyer, calculé selon les mêmes modalités que celui de la CAF. En l'absence de justificatif, le tarif maximal sera appliqué. Les repas. Pour les repas pris dans le cadre de l'ALSH, les tarifs de la restauration scolaire seront appliqués en fonction des quotients familiaux. Cas particulier, pour les non-brusois, le tarif au quotient familial est majoré de 25%. Sont toutefois considérés comme brusois les commerçants, artisans, agents municipaux et professions libérales exerçant à Bru sous réserve que la famille en ait informé la direction de l'éducation. Les parents séparés ou divorcés, le tarif brusois est appliqué dès lors que l'enfant a l'une de ses résidences sur la commune. La durée de la cotisation, les cotisations sont valables pendant une année scolaire du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les tarifs des accueils jeunesse pour l'année scolaire 2021-2022. Merci Monsieur Hervé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? 7 votent contre. Qui s'abstient?
Pas d'abstention. Proposition adoptée, moins 7 voix contre. Éducation encore, les tarifs 2021-2022 des sorties exceptionnelles. Monsieur Hervé. Donc, dans le cadre de sa nouvelle politique jeunesse, la ville de Brie organise plusieurs fois par an des sorties à caractère exceptionnel de par leur durée, leur lieu de destination ou leur contenu. La mise en place de ces projets fédérateurs répond aux besoins et envies des jeunes brusois et ont pour ambition de permettre aux jeunes de vivre des temps collectifs porteurs de valeurs du vivre ensemble conformément au projet pédagogique du service. Pour l'année 2021-2022, il est proposé de conserver la grille tarifaire à 4 tranches de quotient familial et d'appliquer une augmentation de 1% par rapport aux précédents tarifs. Donc le tarif par jour varie de 25,44 € à 46,66 €. La grille proposée doit permettre la prise en compte du coût du transport, de la prestation brute, des repas et le cas échéant de la nuitée. Modalité d'inscription, 2 modes d'inscription via le kiosque famille ou directement auprès du service jeunesse. Les inscriptions aux activités entraînent la facturation qui a lieu après l'activité. Le tarif applicable dépend du quotient familial du foyer, calculé selon les mêmes modalités que celui de la CAF. En l'absence de justificatif, le tarif maximal sera appliqué. Pour les non-brusois, le tarif du quotient familial est majoré de 25%, sont toutefois considérés comme brusois les commerçants, artisans, agents municipaux et professions libérales exerçant à Bru, sous réserve que la famille en ait informé la direction de l'éducation. Pour les parents divorcés, de même, le tarif brusois est appliqué dès lors que l'enfant a l'une de ses résidences sur la commune. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les tarifs des sorties exceptionnelles pour l'année scolaire 2021-2022. Merci, monsieur Hervé. Des questions? Pas de questions. Passe au vote. Qui vote contre? 7 voix contre. Abstention? Pas d'abstention. Donc la proposition est adoptée, moins 7 voix. Éducation jeunesse, tarif 2021-2022 d'utilisation du local de répétition, monsieur Hervé. Donc on a aussi une augmentation de 1%, mais ça permet que chacun connaisse tout ce qui est mis en place. Donc dans le cadre de sa politique jeunesse, la ville de Bru met à disposition des jeunes musiciens qui en font la demande un local de répétition et du matériel de sonorisation. Cette mise à disposition est formalisée par la signature d'une charte d'utilisation du local de répétition qui définit et encadre les modalités de son utilisation. Afin de présenter une tarification uniformisée au sein du service jeunesse et favorisant l'équité sociale, la commission éducation propose de reconduire les principes tarifaires mis en place l'année dernière, une cotisation annuelle symbolique appliquée par jeune valable sur l'année scolaire, une tarification de l'activité payée chaque trimestre et selon le quotient familial. Donc les grilles tarifaires qui sont proches qui ont été déjà un peu listées tout à l'heure. Donc les modalités de facturation sont les mêmes que ceux que j'ai lus tout à l'heure. Donc je ne vais pas les relire. Je vous demanderai de bien vouloir approuver les tarifs d'utilisation du local de répétition pour l'année scolaire 2021-2022. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette... Pas de questions? Je passe au vote. Qui vote contre? 7 votent contre. Qui s'abstient? Pas d'abstention. Donc proposition adoptée, sauf moins 7 voix, pardon, excusez-moi. Éducation encore, donc tarif 2020-2021 pour les séjours et mini-séjours enfance-jeunesse, Madame Maury. Dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, la ville de Bru propose des séjours de vacances et des mini-séjours pour les enfants et les jeunes de 4 à 20 ans. Ils sont axés sur la participation des jeunes et l'apprentissage de la vie en collectivité, conformément aux valeurs éducatives développées dans le cadre du projet enfance-jeunesse. Depuis 2015, la grille tarifaire est basée sur la prise en compte de la journée globale d'accueil, incluant une journée, une nuit, 2 repas et un petit déjeuner. Cette grille permet de créer des tarifications différentes selon les types de séjours qui sont organisés et s'applique selon la formule suivante: nombre de journées avec nuitée multiplié par tarif journalier, ce qui nous donne le coût du séjour ou du mini-séjour pour la famille. Pour l'année scolaire 2021-2022, il est proposé de conserver la grille tarifaire à 14 tranches du quotient familial et d'appliquer une augmentation de 1% par rapport aux tarifs de 2020-2021. Les tarifs qui vous sont proposés vont de 6,04 € à 61,59 €. Les enfants brusois étant prioritaires, des inscriptions d'enfants non brusois ne pourront avoir lieu qu'après la clôture des inscriptions
en fonction des disponibilités. Des jours de préparation peuvent être nécessaires à l'organisation des camps. Ils seront alors facturés au tarif ALSH habituel, journée entière plus repas. Les veillées au centre sans hébergement seront facturées sur la base d'un repas uniquement. Dans le cadre des séjours de vacances, les modes de déplacement doux sont privilégiés. Ainsi, il peut être demandé aux familles de fournir un vélo pour la durée du séjour. Les jeunes n'ayant pas de vélo peuvent en louer un sur place. Donc les tarifs proposés vont de 3,15 € à 31,85 €. Je vous demanderai donc de bien vouloir approuver les tarifs mini-séjour pour l'année scolaire 2021-2022. Merci Madame Moury. Des questions? Monsieur Salio? Ça marche? Ouais. Je voulais juste préciser que du coup, plutôt que effectivement ne rien faire, tout geler, comme vous le proposiez, voilà, nous on a choisi de faire cette augmentation et aussi de mettre en œuvre un programme de vacances pour tous dès cet été, qui permet aux familles, et pas qu'aux familles d'ailleurs, les plus modestes, de pouvoir bénéficier de programmes d'activité dès cet été. Et puis aussi des programmes d'accompagnement à la scolarité pour les élèves les plus en difficulté de la commune, sur plusieurs niveaux dont on aura l'occasion de reparler en commission à la rentrée. Avec un partenariat entre donc, le service jeunesse et le CCAS. Merci Monsieur Hervé. D'autres remarques ou questions? Non? Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? 7 votent contre. Qui s'abstient? Pas d'abstention, donc proposition adoptée, moins 7 voix. Nous passons maintenant à la culture et la création d'un conseil citoyen de la vie culturelle. Madame Durand. Alors, le contexte et la genèse du projet. Les droits culturels visent à garantir à chacun la liberté de vivre son identité culturelle, comprise comme l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité. C'est la déclaration de Fribourg sur les droits culturels en 2007. Les droits culturels permettent de mettre l'accent sur les capacités des personnes à être productrices de culture et à contribuer par leurs ressources propres à la vie culturelle. Ils ont été consacrés dans plusieurs textes de loi en France, tels que la loi NOTRe, portant sur l'organisation territoriale de la République, et la loi LCAP, relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine. C'est dans cette démarche de respect des droits culturels que le projet de création du Conseil citoyen de la vie culturelle a vu le jour. Différents constats ont été faits concernant la vie culturelle brusoise. Le territoire regroupe des acteurs professionnels de la culture, le Grand Logis, la médiathèque, l'école de musique Rive-Sud, pour ne citer que, et diverses associations à vocation artistique et culturelle. Malgré un fort volontarisme, nous remarquons que tous les publics ne sont pas touchés par l'offre culturelle proposée par la ville. Peu de propositions culturelles ou artistiques sont accessibles en dehors des grands équipements municipaux et intercommunaux. Les objectifs du Conseil citoyen de la vie culturelle. Nous souhaitons fortement s'impliquer pour impulser une vie culturelle dans la ville et faciliter l'appropriation de l'offre par le plus grand nombre, et notamment par les publics éloignés, dans une démarche de respect des droits culturels. La municipalité souhaite pour cela s'appuyer sur l'expertise et l'avis des habitants et représentants d'associations. Le Conseil citoyen de la vie culturelle sera un espace de réflexion et de dialogue dédié à la vie culturelle. Il aura pour mission d'associer les habitants et représentants d'associations à la politique culturelle de Bru. Et nous avons fait le choix de proposer 4 thématiques que nous souhaitons développer dans la ville et ses rues. Donc le développement de l'art, le développement de la lecture publique, le développement du spectacle vivant et l'organisation de conférences, débats sur des thématiques liées à la citoyenneté, autour de l'histoire, de sujets d'actualité, etc. Le Conseil citoyen de la vie culturelle favorisera les propositions et initiatives culturelles et recueillera les avis des habitants sur les actions initiées par la ville pour les faire évoluer. Les caractéristiques de l'instance. Ce Conseil citoyen a un rôle consultatif et sera ouvert à la concertation. Il pourrait ainsi avoir à gérer un budget participatif.
Les élus ont l'ambition de s'appuyer sur le travail du CCVC pour étayer leurs propositions finales au conseil municipal. Le conseil se réunira 5 fois par an et sera présidé par moi-même pour la durée du mandat. Les travaux pourront être scindés par groupe de travail thématique et l'instance peut fonctionner même si tous ces postes ne sont pas pourvus. Alors, vous avez ici un tableau présentant la composition du conseil citoyen. Le CCVC sera composé de 15 membres au maximum, donc 3 conseillers municipaux, dont 3 élus de la majorité et 1 élu de la minorité. Nous avons choisi d'inscrire un agent municipal de la ville dans ce conseil citoyen. Au niveau des habitants, 8 titulaires et 8 suppléants, avec la candidature sur la base d'un questionnaire, puis une présélection après anonymisation, puis tirage au sort si besoin. On souhaite faire quelque chose qui soit assez équilibré. Et enfin, 2 associations à vocation artistique ou culturelle. Voilà, on fera un tirage au sort s'il y en a plus de 2. En fonction de l'ordre du jour, des agents de la ville pourront assister au conseil sans voix délibérative pour assurer un soutien technique à ses membres. Outre les personnels municipaux, l'instance pourra également s'entourer d'experts et de professionnels et solliciter leur avis sur tout sujet concernant les thématiques travaillées. Les membres hors élus sont désignés par le maire après appel à candidature auprès des habitants et des associations brusoises ou non brusoises intervenant sur le territoire de la commune. Il est prévu de faire cette rencontre mardi prochain. Je vous propose d'approuver la création d'un conseil citoyen de la vie culturelle et de désigner les représentants élus suivants au sein de ce conseil pour la durée du mandat. Donc, moi-même, Sylvie Marchais, Jean Boutin et Jean-René Houssin. Merci Madame Durand. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques par rapport à cette création? Non, pas de questions. Très bien, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Culture encore, Grand Logis, remboursement des spectacles annulés de la saison 2020-2021. Madame Durand. Alors, le Grand Logis a donc fermé ses portes le 31 octobre 2020 suite aux contraintes sanitaires liées à la pandémie du Covid-19. La saison culturelle 2020-2021 n'a pas repris après le 31 octobre. Cela a entraîné l'annulation de l'ensemble des spectacles qui étaient prévus jusqu'à la fin de saison. Donc, 31 spectacles concernés. Une procédure de remboursement des billets de spectacle non honorés a été mise en place dès le début de novembre 2020. Je vous demanderai de bien vouloir approuver l'arrêt de la campagne de remboursement au 30 septembre 2021. Merci. Des questions? Pas de questions? Parfait, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Culture, toujours. Là, il est question de l'adhésion de la commune de L'Haillé au CIM Rive-Sud, à l'école de musique, donc. Madame Durand. Voilà, merci. Alors, vu l'article L5211-18 du CGCT fixant la procédure de droit commun, vu l'arrêté préfectoral du 19 septembre 2002 portant constitution du syndicat intercommunal pour l'enseignement de la musique à Bru, Bourbaré, Orgères, Pompéan, Saint-Herblon, vu l'arrêté préfectoral du 23 juin 2008 portant changement de nom du syndicat intercommunal pour l'enseignement de la musique à Bru, Bourbaré, Orgères, Pompéan, Saint-Herblon, qui devient syndicat intercommunal pour l'enseignement de la musique Rive-Sud, vu la demande écrite en date du 2 juin 2021 de Madame Françoise Loipre, maire de la commune de L'Haillé, d'adhérer au CIM Rive-Sud au 1er septembre 2021, considérant que les maires du CIM Rive-Sud ont échangé favorablement sur ce projet, je sollicite en tant que présidente du CIM Rive-Sud l'accord de la commune de Bru pour l'adhésion de la commune de L'Haillé au sein du syndicat intercommunal à compter du 1er janvier 2022. Dans l'attente de la modification effective des statuts concernant l'adhésion de cette nouvelle commune, une convention partenariale entre le CIM Rive-Sud et la commune de L'Haillé est établie, précisant les engagements des 2 parties.
Le CIM Rive-Sud s'engage à rencontrer les familles de l'association Domisol de l'Aillé qui cesse son activité au 1er juillet 2021. Effectivement, c'est suite à l'arrêt de l'association Domisol que la municipalité de l'Aillé a souhaité rejoindre le syndicat intercommunal, afin de leur proposer le projet pédagogique du CIM et leur permettre une continuité de l'enseignement artistique dès la rentrée scolaire 2021-2022. Donc nous avons déjà rencontré les familles la semaine dernière. Donner l'accès à l'enseignement de la musique aux familles domiciliées sur la commune de l'Aillé, selon les mêmes conditions tarifaires que tous les adhérents du CIM Rive-Sud, c'est-à-dire que le temps de la convention, les familles de l'Aillé bénéficieraient des mêmes conditions tarifaires, et proposer des heures d'enseignement de la musique aux Lailléens sur les différents sites du syndicat. La commune de l'Aillé s'engage également à mettre à disposition de l'école de musique Rive-Sud à titre gratuit les salles qu'il lui sera possible de dédier aux cours proposés. À ce jour, 2 salles sont envisagées au point 21, ainsi qu'une salle insonorisée mutualisée. Là aussi, nous sommes allés les visiter. C'est un beau bâtiment, ce sont des belles salles. Participer aux échanges des instances du bureau syndical et du comité syndical. Donc il y aurait 3 élus de l'Aillé qui rejoindraient le comité syndical, sans possibilité de vote jusqu'à modification des statuts, évidemment. Et enfin, participer financièrement au CIM Rive-Sud à hauteur de 17 000 € pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021. Cette participation financière a été calculée à partir de 2 critères. Mais au départ, là, pour rappel, la clé de répartition est basée sur 4 critères. Donc le nombre d'habitants par commune, le nombre d'élèves en classe élémentaire, le nombre d'élèves inscrits à l'école de musique et le nombre d'heures dispensées dans la commune. Évidemment, quand une commune rejoint le syndicat, il n'y a que 2 des critères qui ne peuvent être pris en compte puisqu'il n'y a pas d'ancienneté. Donc du coup, la participation financière de la commune de l'Aillé a été évaluée en tenant compte du nombre d'habitants et du nombre d'élèves en classe élémentaire. Ce calcul, ainsi qu'une analyse comparative avec les autres communes du syndicat, ont permis d'établir un montant annuel pour l'Aillé de 51 000 € en 2021. Il est prévu de réétudier cette clé de répartition ultérieurement entre les 6 communes adhérentes, parce que ça fait déjà quelque temps que cette clé de répartition a été analysée. La commune de l'Aillé s'engage à participer financièrement au CIM Rive-Sud à hauteur de 17 000 € pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021. Voilà, je vous demanderai de bien vouloir approuver la demande d'adhésion de la commune de l'Aillé au CIM Rive-Sud. Merci Madame Durand. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Très bien. Je vais passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée à l'unanimité, merci. Je vais passer la parole à M. Kermarek maintenant, qui va nous parler des tarifs du marché de Noël 2021. Voilà, donc vous avez donc la grille des tarifs du marché de Noël qui ont été donc approuvés en commission et qui sont inchangés pour cette année. Sachant que le marché de Noël sera organisé les 4 et 5 décembre 2021. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Bria. Est-ce que vous avez déjà des idées un petit peu d'animation ou ce que vous avez prévu un petit peu? Vous pouvez nous en dire quelques mots? On a des idées, mais il n'y a rien d'arrêté. Les services regardent ce qu'il est possible de faire, soit en déambulation, soit soit en commande fixe, mais voilà, ça va, on saura ça à la rentrée, on va travailler un peu plus là-dessus. D'accord, parce que vous savez bien que tous les spectacles, ce sont des spectacles vivants, enfin bon, il faut toujours les animations, il faut les réserver longtemps à l'avance, donc je pensais que vous aviez déjà un petit peu réfléchi à un style d'animation, ce que vous avez prévu de faire, mais bon. On attendra le mois de septembre pour avoir un peu plus d'explications. Pour l'instant, pas d'informations à ce sujet-là. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence quand vous voyez l'année qui a été compliquée. Je pense que ne vous inquiétez pas, il y aura de l'animation, il n'y a pas de problème.
c'était pas une question d'urgence, je posais simplement une question. J'imagine bien que vous allez y réfléchir, que vous allez nous proposer Bien sûr, un bien sûr. spectacle de qualité. Bien sûr, Madame Briand. Cela va de soi. Donc, il est question d'approuver la politique tarifaire du marché de Noël pour 2021. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions, des remarques? Donc, je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, tarif adopté à l'unanimité. Merci. Vie associative. Donc, Monsieur Karmarek, encore, pour les horaires, pour le calcul de la redevance et la location des équipements sportifs communaux pour 2021. Ici, il s'agit de la délibération traditionnelle visant à fixer le prix de location des équipements communaux pour les collèges, les 2 collèges et les 2 lycées de Bru. Le conseil départemental et le conseil régional apportent une subvention pour ces locations aux établissements, et on vous propose de les facturer au même prix au prix correspondant aux subventions des deux collectivités, à savoir pour les collèges et pour donc les installations couvertes 11,50 € de l'heure, et pour les installations de plein air 8,20 € de l'heure, et pour les lycées 13,89 € pour les installations couvertes et 10,33 € pour les installations de plein air. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions? Très bien. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Très bien. Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Personnel. Donc dernière délibération du Conseil. La subvention amicale du personnel de la ville de Bru, du CCAS et de l'EHPAD pour l'année 2021. Madame Chevalier. Merci. Les salariés du CCAS, de l'EHPAD et de la ville sont regroupés au sein d'une amicale du personnel unique. Ce regroupement et les actions menées ont vocation à créer des liens entre l'ensemble des salariés qui œuvrent pour le compte de la ville de Bru. Les prestations de l'amicale sont principalement des excursions, des sorties et activités découvertes, des repas, mais également des participations financières pour des actions culturelles comme le spectacle ou le cinéma. Chaque année, la ville verse à l'amicale une subvention et prend en charge la moitié du montant de la facture d'animation de la soirée du personnel organisée par l'amicale. Ce subventionnement et cette participation financière viennent compléter l'adhésion au Comité national d'action sociale dans une offre globale de soutien social au personnel. Le montant de la subvention 2020 s'élevait à 55 310,90 €. Après actualisation des éléments de calcul, il vous est proposé de fixer le montant de la subvention à verser en 2021 à 54 829,29 €. Ce montant découle de l'application de la formule que vous trouvez donc dans la délibération. La majoration, alors, effectivement, comme on l'évoquait, il y a une majoration du fait de la soirée du personnel. Il n'y en aura pas eu en 2021 du fait du contexte. Donc la majoration ne s'appliquera pas l'année prochaine du fait du contexte. Donc je vous demanderai de bien vouloir autoriser le versement de l'amicale du personnel de la ville, de l'EHPAD et du CCAS de Bru d'une subvention de 54 829,29 € au titre de l'année 2021 et d'inscrire les crédits correspondants au budget 2021. Merci Madame Chevalier. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Très bien, je passe au vote. On ne peut que se réjouir d'une subvention donnée au personnel, il n'y a pas de problème. On s'en réjouit également. Merci Madame Briand. Donc je passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Proposition adoptée, merci. Permettez-moi, avant de clore la séance, de remercier à la fois le personnel de la ville et les élus pour la tenue des élections qui ont eu lieu. Ça a été un lourd combat, une lourde tâche, mais on y est arrivé. Donc merci à tous. Bonne soirée et allez les Bleus. Et bonnes vacances, oui, excusez-moi. C'est comme ça va. On n'aurait plus gagné.